Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de En voiture sur les ondes de TVME et aussi disponible sur YouTube. On vient d'entamer une nouvelle période de l'automne. Hein? Si on se fie à la température, on est vraiment là dans la période d'automne, température plus fraîche, les feuilles sont, je dirais, à 60% tombées tout près. Donc, c'est vraiment la période un peu plus triste de l'automne. Bien, c'est pas grave, on parle de voiture, donc on est toujours heureux quand on parle de voiture. Cette semaine, je vais commencer dans les rumeurs et nouvelles avec 5 véhicules électriques que l'on attend pour 2022. Premièrement, le très attendu F-150 Lightning sera livrable avec 2 batteries différentes pour des autonomies respectives de 370 et 483. On promet aussi une puissance pouvant aller jusqu'à 563 chevaux, ainsi qu'une capacité de remorquage atteignant 10 000 livres. Le F-150 Lightning deviendra vraisemblablement la première camionnette pleine grandeur électrique à être diffusée à grand volume. Il y a plusieurs personnes qui se sont annoncées dans ce créneau. Tu as évidemment Tesla qui n'arrête pas de retarder la production de sa camionnette. On a General Motors avec le Hummer, puis une version électrique aussi du Sierra. Ils l'ont présenté, on l'a vu quelque part en 2022, oui, mais possiblement que Ford risque d'être la première camionnette électrique disponible. Elle est très intéressante. Je pense qu'on vous l'a déjà montré. Là, tu rouvres le capot avant, c'est une immense valise. Mais oui, les moteurs sont avec les en bas du plancher ou au niveau du plancher, donc il y a de l'espace. Très intéressant. Puis l'autonomie jusqu'à 483. Reste à voir avec une pleine charge en plein hiver, on descend-tu à 383 ou à 283? C'est des choses qu'on ne sait pas pour le moment, mais bon, c'est intéressant. Ford est très sérieuse dans l'électrification de ses véhicules, donc c'est à suivre. Un autre très attendu qui est supposé de rentrer très prochainement, c'est la Hyundai Ioniq 5. Un nouveau véhicule électrique qui intègre 2 éléments particulièrement appréciés des conducteurs québécois, un haillon et un rouage intégral. Je pense qu'ici au Québec, avec nos hivers, on aime bien les rouages intégrales. Ce véhicule se démarque par une présentation visuelle qui diffère grandement de celle des autres modèles chez Hyundai. Oui, c'est une nouvelle plateforme, c'est une nouvelle identité aussi. L'habitacle très minimaliste fait une grande place à la technologie avec l'intégration d'un tableau de bord entièrement numérique. Hyundai promet une autonomie pouvant aller à 480 km, une puissance pouvant aller à 320 chevaux. Fait que c'est un beau petit SUV compact. Je le trouve vraiment, vraiment joli. Donc, on surveille ça. C'est supposé d'arriver même cet automne. Un autre très attendu, c'est le Mazda MX-30. Le constructeur japonais se lance dans le créneau de véhicules électriques avec la MX-30. Un petit utilitaire qui emprunte une stratégie à contre-courant de la plupart de ses rivaux, alors que la majorité des constructeurs utilisent de grosses batteries pour atteindre une meilleure autonomie. La MX-30 se contente d'une batterie de 5,5 kWh, permettant une autonomie estimée à environ 200 km. C'est vraiment surprenant, étant donné qu'elle n'est pas meilleur marché qu'une autre voiture, elle est dans les 40 000 et plus. Évidemment, il y a les rabais qui sont applicables, mais bon, sur la Ioniq 5 aussi et les autres. 200 km, ça veut dire qu'en hiver, là, c'est presque rien. Puis si vous avez écouté en fin de semaine sur TVA, Antoine Joubert a essayé ce véhicule-là. Et bon, le véhicule va bien, parfait, tout est beau. L'autonomie, sans même pas de bon sens. On recule à l'introduction de la Livre en 2010, qui était à 160 km. On ne peut pas faire Montréal-Québec, on peut pas... Il faut le considérer comme un SUV un mini-SUV électrique de ville. Mais au prix qu'on le paye, l'autonomie est vraiment, vraiment pas... elle n'est pas au rendez-vous. Je ne sais pas ce que Mazda a pensé de présenter ça comme un modèle 2022. Très joli, le design, le look, tout est parfait. Mais l'autonomie, on s'en a fait un véhicule que je pense que personne ne va recommander effectivement à cause de ça. Mais si vous faites que de la ville, c'est votre deuxième véhicule, oui.
mais d'un autre côté, sa valeur de revente, elle ne sera pas très élevée dans 3-4 ans, parce que dans 3-4 ans, on sera peut-être rendu à 700-800 km d'autonomie, si on regarde la tendance. Vous allez encore vous allez mettre à vendre un véhicule qui en a 200. Donc, la valeur de revente, malheureusement, Mazda, toujours des bonnes valeurs de revente, étant donné la qualité et tout, mais c'est un handicap majeur. L'autre véhicule attendu, c'est la Nissan Ariya. Il y a maintenant 10 ans que Nissan avait frappé un grand coup avec la Leaf, qui allait devenir la voiture électrique la plus populaire de la dernière décennie. Le constructeur nippon souhaite maintenant répéter l'expérience avec la Ariya. Ariya, c'est un petit peu spécial à prononcer en français. Un véhicule utilitaire qui proposait notamment un rouage intégral ainsi qu'une autonomie qui pouvait aller 500 km. Donc ça est très, très, très joli. Beau petit SUV, rouage intégral, 500 km. Nissan vise dans le 1000. Je pense que ça va être très populaire, cette voiture-là. Maintenant, en terminant dans les véhicules électriques entendus pour 2022, la Toyota BZ4X. Un premier véhicule électrique arrivera enfin chez concessionnaire Toyota. Là, oui, effectivement, véhicule 100% électrique chez Toyota, on n'a pas. On a beaucoup d'hybrides branchables, mais totalement électrique, ça sera le premier au cours de la prochaine année. La version de production demeure à être dévoilée. Ce qu'on vous montre ici, c'est la version prototype, mais vraisemblablement, ça va vraiment ressembler au concept qu'a présenté BZ4X, qui ont présenté ça le printemps dernier. Ce véhicule utilitaire conçu en partenariat avec Subaru devra offrir un rouage intégral efficace, de même qu'un espace généreux à l'intérieur. Oui, Subaru, parce que Toyota est un des actionnaires principal de Subaru, je dirais. En tout cas, c'est un bon actionnaire chez Subaru, fait qu'il y a beaucoup de projets qui sont en commun maintenant. Et il sera construit à partir de la nouvelle plateforme TNGA de Toyota, conçue spécialement pour le développement de véhicules électriques. Plus de détails devraient être dévoilés au cours des prochains mois. Évidemment, c'est un véhicule 2022 qui arrivera probablement au printemps. Très belle voiture, très beau petit SUV. SUV, ça suit la tendance. On verra, on n'a pas de performance, on n'a pas, mais je pense que Toyota et Subaru devraient livrer un bon véhicule. C'est à surveiller. Toujours en restant dans Toyota, mais pas nécessairement pas dans les véhicules électriques. Pour 2022, Toyota présente une 3e génération avec beaucoup de changements technologiques pour son fameux camion pick-up Tundra. Les traductions, avec 2 nouvelles motorisations. Le fameux V8 e-Force de l'ancien Tundra tire sa révérence pour faire place à une paire de moteurs V6 biturbo de 3,5 litres. Ces derniers sont fabriqués sur un bloc en aluminium et contiennent plusieurs technologies modernes comme le système à double distribution de calage variable intelligent des soupapes. Bref, le premier génère une puissance de 389 chevaux, c'est pas peu dire, et un couple de 479 livres-pieds. En ce qui concerne la 2e motorisation de ce Toyota, c'est qu'on y ajoute l'hybridation. On ajoute un moteur électrique avec une batterie de 288 volts à hydrure métallique de nickel. Là, j'en sais pas plus. Située sous la banquette arrière. Cette motorisation, intitulée e-Force Max, a une cavalerie de 437 chevaux. Donc, c'est près de 100 chevaux de plus que juste le moteur thermique, un couple de 583 livres. Peu importe le moteur choisi, le Tundra est jumelé à une boîte automatique à 10 rapports, ainsi qu'au rouage à 4 roues motrices. Si on regarde le véhicule, c'est très intéressant. Il a vraiment l'air agressif, il est compétitif probablement avec tout ce qui se fait sur le marché dans les camions nord-américains. L'intérieur aussi, écoutez, on ne peut rien demander de plus. Beau tableau de bord, bel écran à droite, tout semble numérique aussi. Donc, je pense que Toyota va sûrement frapper un grand coup. Un V6 biturbo, c'est très intéressant. Donc, probablement que les amateurs de Toyota et possiblement les amateurs d'autres marques qui veulent avoir un moteur thermique, eux aussi, possiblement, qui vont regarder sérieusement cette camionnette-là.
En terminant, je veux montrer quelque chose justement que j'ai vu un peu à la volée. Toyota a breveté un nouveau système de direction intégrale radical. Toyota vient de breveter la fonctionnalité très surprenante qui permettra un nouveau type de système de direction intégrale. Ce nouveau système permettrait à chaque roue d'être dirigée indépendamment par environ 90 degrés ou des angles même plus grands. Grâce à ça, Toyota sera en mesure de construire une voiture capable de marcher en crabe en inclinant les roues à l'angle droit ou plus. Il serait capable de crabe en diagonale comme le peut aussi le GMC Hummer électrique. Là. Lui aussi a déjà annoncé que les roues seraient directionnelles indépendamment, ainsi de former des roues une sorte de logeance pour permettre vraiment là, des manœuvres spéciales. Sur place, pour pouvoir se déplacer complètement latéralement en tournant les roues perpendiculairement au corps. Le brevet propose également que les roues puissent même s'étendre hors du corps lorsque ces manœuvres sont effectuées afin que chaque roue puisse être surveillée indépendamment. Écoutez, là, c'est juste une demande de brevet, c'est un peu flou. Si on voit la photo de la camionnette blanche ici, là, je ne suis pas trop sûr, mais quel bord tout ça va partir, là, mais en tout cas, ça peut sûrement être très intéressant dans les manœuvres de stationnement, sauf qu'il faut y penser, si on a une remorque à l'arrière, qu'est-ce qui va arriver avec la remorque, là? C'est à voir, mais c'est intéressant, je pense que c'est l'innovation. J'ai une dernière chose ce matin, on n'en a pas parlé beaucoup cette année, l'année passée un peu plus. On dirait qu'actuellement, il y a un petit bémol dans l'industrie, on n'en parle pas beaucoup. On parlait de la conduite intelligente, système assisté de conduite. Il y a General Motors qui a fait un communiqué dernièrement. Il est clair que GM part aux trousses de Tesla, parce que vraiment la compagnie la plus avancée dans la conduite autonome, c'est Tesla, dont la version bêta de son système autopilote avec conduite entièrement autonome est déployée progressivement au Canada depuis septembre. La réplique de GM s'appelle Ultra Cruise et est en quelque sorte une version évoluée et plus performante dans son système actuel Super Cruise. Selon le constructeur, Ultra Cruise pourra assurer le contrôle du véhicule sur toutes les routes pavées présentes aux États-Unis et au Canada, même dans des situations de conduite complexes. Initialement, 3,2 millions de kilomètres seront couverts par le système lors de son lancement. Une couverture qui pourrait être étendue à environ 5,2 millions de kilomètres, subséquemment avec la capacité de mise à jour à distance. Donc, pas besoin d'aller chez le concessionnaire, votre auto est stationné, la mise à jour se fait automatiquement. Ultra Cruise ne sonnera pas au-delà du système Super Cruise qui demeurera offert dans des produits plus abordables, parce qu'évidemment, le Super Cruise sera sûrement dispendieuse. Initialement, Ultra Cruise sera proposé sur des véhicules plus dispendieux, munis de l'architecture Ultifi, qui permet une communication efficace et rapide au sein même du véhicule. Le système Ultra Cruise devrait arriver en 2023, vraisemblablement dans la famille Cadillac. Écoutez, personnellement, je crois beaucoup, moi, à tous ces systèmes d'autopilote. Dans un premier temps, comme actuellement, c'est une aide à la conduite. Moi, j'irais même jusqu'à une assistance à la conduite. On est sur l'autoroute, on est allé à l'extérieur, il est 10h, 11h le soir, on s'en vient. On s'endort un peu, on ne sait pas trop, on dit « Ah, devrais-tu faire un petit changer de conducteur ou quelque chose comme ça ». On met ça sur le système autopilote et on peut peut-être un peu fermer l'œil, comme on dit, et le véhicule va prendre en charge de vous ramener à la maison. Donc, c'est quand même intéressant au niveau de la sécurité. Actuellement, il y a des choses qui restent un peu en litige. Ça évolue tranquillement. Tout système peut avoir ses défaillances. La même chose qu'un conducteur automobile peut avoir une défaillance, on appelle ça un accident. Si un système comme le Super Cruise ou tout autre système autopilote chez Tesla a une défaillance, provoque un accident, qui est responsable? Ça, c'est la grosse question des assurances. Est-ce que c'est le conducteur? Ben, le conducteur va dire, ben non, c'est l'autopilote. Donc, si c'est l'autopilote, est-ce que c'est General Motors, c'est Tesla? Ça, actuellement, il y a un débat qui entoure tout ça.
Personnellement, je pense que quand vous êtes le conducteur d'un véhicule, vous en demeurez responsable. Vous avez demandé de l'aide d'un système, c'est correct, mais vous êtes responsable du véhicule. Mais ça, on va laisser ça aux juristes. C'est juste ce que j'en pense, mais ça vaut ce que ça vaut. Fait que c'était les nouveautés pour cette semaine. On va enchaîner avec un petit reportage qu'on a tourné la semaine dernière dans une très belle condition météorologique. Vous savez comment il a fait de beau. On rencontre M. Yves Boisvert qui va nous présenter sa Bolt EUV. C'est Electric Utility Vehicle. Je pense qu'actuellement, dans le marché automobile, si on parle de véhicules abordables électriques, GM a le haut du pavé. Performance, prix, c'est parfait. Il y a un petit nuage, rien n'était parfait. Actuellement, GM fait un rappel. On a eu des problèmes d'incendie des batteries. On a arrêté la production, on n'est pas reparti encore. GM dit avoir trouvé ils ont trouvé la source et ils ont aussi trouvé la solution. Quoi faire? Probablement une mise à jour du système informatique avec changement de quelques pièces. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas paniquer. Il y a eu quelques cas d'incendie, c'est pour ça que GM a arrêté. Mais je pense que ça demeure encore le meilleur véhicule électrique sur le marché. Donnez un mois ou deux et tout va être réglé. Fait qu'on regarde le reportage avec M. Boisvert sur sa belle Bolt EUV. Bonjour, je suis en compagnie de Yves Boisvert. Bonjour Yves, ça va bien? Salut Mario, ça va bien? Oui. Yves, il y a une belle voiture à nous présenter. Écoute, parle-nous un petit peu, c'est quoi le modèle exact? Puis ça fait très différent. La semaine passée, on a vu une Corvette, là, on s'en va complètement dans un autre créneau, c'est merveilleux. C'est quoi ton modèle de véhicule exactement? C'est la nouvelle Bolt EUV 2022. C'est un ajout. La Bolt EV qu'on connaît, elle demeure. Puis la EUV, elle vient pour ceux-là qui veulent un petit peu plus d'espace. Pour une plus grande famille. Ouais. Parce que si on prend les dénominations, EV, ça vient de l'anglais Electric Vehicle. Oui. Puis EUV, c'est Electric Utility Vehicle. Exact. Fait que c'est Un mini VUS. un mini VUS, là. C'est pas un gros, c'est sûr. Mais quand même, avec ma famille, j'ai beaucoup plus d'espace qu'avec ma EV anciennement. Oui, c'est ça. C'est mon deuxième. C'est ton deuxième véhicule électrique, c'est pas ton premier, là. Oui, exact. Puis au niveau performance, ça se ressemble-tu un peu ou y a-tu une évolution? Il est un petit peu moins vite parce que c'est la même batterie, même moteur, mais le véhicule est un petit peu plus gros. Fait qu'on parle de 7 secondes versus 6,5. Pour le 0-100, c'est Pour ça? le 0-100. OK. Ce qui est quand même bon, là, si on compare à un Civic de la même année, on est dans le 9,5-10 secondes. Puis si on va à l'autre extrême, une Porsche, on est à 2,8. Oh, ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu mieux que la véhicule normale, mais ça reste pas un véhicule sport. Bien, c'est ça. C'est pas un véhicule sport, c'est un véhicule utilitaire. C'est quoi l'autonomie que tu vas faire avec là, quand, mettons, je parlerai pas nécessairement en ville, celui-là, c'est le plus difficile, mais... C'est le meilleur, l'électrique en ville. Ah oui? Oui. Plus que tu es sur l'autoroute, moins que c'est bon. Fait que c'est vendu pour 409 km. C'est atteignable relativement facilement si on ne dépasse pas les 100 km/h. Fait que si on fait du chemin comme Valcourt, Sherbrooke, Quaticook, on va le faire le 400 km. Ah oui? Mais si tu vas, par exemple, à Québec, tu mets ça sur le cruise à 119. 119 pour pas se faire taquiner, là. Ouais. Là, on va parler plus de 360, 370. Bon, c'est quand même... Ouais. quand même intéressant, là. Oui. En hiver... Oui, c'est ça que je me posais. M'en aller là. En hiver, tu as eu l'expérience? En hiver, c'est là que c'est le plus dur pour un auto électrique, surtout si tu préconditionnes pas. Préconditionner, ça, c'est mettre le chauffage quand tu es encore plugué dans la maison. Quand on met le chauffage plugué dans la maison, ça affecte beaucoup moins. Mais si exemple, on est allé au hockey, puis il fait moins 20 dans la voiture, puis là, il demande de décoller, là, on perd quand même beaucoup. En pire condition, là, on peut dire 260-270 km versus le 400 en été. C'est ça. Quand tu es chez vous, tu branches tout ça, la batterie est pleine de charge et en plus, le système
le système électrique là, du domicile prend en charge le chauffage. Là. Oui. Fait que tu gruges pas ta batterie. Là. Exact. Fait que là, ton habitacle est toute chaude. Fait que La batterie est chaude, l'habitacle est chaude. Puis ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence. Oui. Tu peux quasiment annuler... L'effet de l'hiver? Ben, aller à 340, exemple. Là. OK. Ben, c'est quand même bien. Ouais. Là. Puis comme je dis, à 250, au pire des pires, tu peux quand même aller loin. Là. 250 km, tu vas vouloir arrêter de toute façon. Il y a de plus en plus de bornes. C'est pour ça que je voulais faire un reportage avec quelqu'un qui l'utilise dans la vraie vie, pas juste les données. Effectivement, une auto électrique aujourd'hui, c'est très, 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 très vivable. Oui, oui. Surtout avec l'autonomie d'aujourd'hui. Hein. On l'a 10 ans avec les livres, c'était un début. Ça prenait vraiment quelqu'un qui voulait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, à 400 km d'autonomie, 250 en pire conditions, tempête de neige, tout ce que tu voudras, c'est amplement, je pense, pour... Tu viens parler de neige, vu que c'est une utilité véhicule, est-ce que c'est un modèle à traction intégrale ou c'est une... Seulement traction. C'est un modèle à traction avant. Ça a combien d'HP à peu près, cette motorisation-là? Là? C'est 200 HP, 270 livres de torque. 200 HP, c'est quand même assez impressionnant. Là. C'est pas... Oui, comme tantôt on parlait Civic Corolla, c'est 140 forces. Oui, c'est ça, on est à peu près dans ces eaux-là. 140 de torque, donc c'est 60 forces de plus, puis un bon 100 livres de torque de plus qu'une auto conventionnelle de la même catégorie. Ce qui donne une meilleure performance. C'est bien clair. Là, sans être une voiture sport. Sans être une voiture sport. C'est intéressant. Ce qu'on voit ici sur le capot, évidemment, c'est pas un moteur, il n'y a pas de bougie d'allumage. C'est quoi? C'est un contrôleur? Le moteur est où dans tout ça? Ça ici, c'est le chargeur. OK. Puis en dessous, on le voit pas du tout. Le moteur est en dessous. Le moteur est en dessous. Ouais. Donc, quand tu me disais qu'il y avait des systèmes de... Il y a 3 systèmes différents de refroidissement. Ouais. Là. Un pour la batterie, un pour le moteur, puis un pour le système de chauffage. OK. Bon, il y a quand même... le capot, il n'est pas vide. Il y a quand même un peu de stock. Tous les fils qu'on voit en orange, c'est rapport au système 400 volts. Donc, il ne faut vraiment pas toucher... Faut pas toucher à ça, là. Oui. Tu as la batterie 12... Le seul morceau commun à une auto normale, c'est la batterie 12 volts. Quand même. Qui sert à faire marcher des accessoires. Le radio, la même chose qu'une auto. Standard. Au niveau de l'entretien, on dit que les véhicules électriques, il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire, surtout que tu as vécu là, de n'avoir eu une. Comment ça se résume un peu? Tu n'as pas de changement d'huile, on comprend, là? Si on ouvre le livre de GM, je pense qu'on parle d'entretien de frein surtout, huile à frein, mais autre que ça, c'est... Le Prestone au même temps qu'un moteur à essence, par contre, parce qu'il y a beaucoup de Prestone pour la batterie, tout ça, là. Le chauffeur. C'est au même niveau, mais tu chauffes quand même les bougies. Des les bougies, changement d'huile, etc. Pas ça, ouais. Effectivement. Mais les freins, je sais que c'est important. Puis même faire un entretien de frein, parce que tu as des freins là, électriques dessus qui rechargent la batterie. Oui, le frein régénératif fait que tu n'utilises pratiquement jamais les freins, normaux. Donc, il faut encore plus les entretenir. Ils ont tendance à rouiller, à corroder. Oui, parce que tu t'en sers pratiquement jamais. Pratiquement à jamais. Cause de la conduite à une pédale. Donc, tu n'utilises même pas la pédale de frein majoritairement. Pour le bénéfice de nos auditeurs, quand on parle d'une pédale conduite à une pédale, c'est-à-dire que le système est ajustable, que tu fais juste relâcher l'accélérateur et le véhicule freine. Oui. Tu n'as pas besoin presque de toucher à ton frein. J'en ai parlé dans une émission subséquente. On a entendu parler qu'il y a eu des problèmes avec la batterie de la Bolt. Ils ont même arrêté la production. Ils ont demandé aux concessionnaires d'arrêter d'en vendre. Est-ce que tu as été impacté par ça? Est-ce que GM t'a contacté? Bien, c'est une des raisons pourquoi j'ai changé ma 2019, Bolt EV 2019. J'ai été en contact avec GM, puis on m'a offert un montant pour changer pour la nouvelle 2022, qui à ce moment-là n'était pas impacté par le rappel de batterie. OK. Puis finalement, quelques semaines plus tard, ils ont décidé de l'inclure dans le rappel de batterie. Puis là, c'est pas réglé encore. On a des petites demandes spéciales, pas charger plus que 90 %, etc., pas laisser le véhicule dans le garage. Oui, de ne pas mettre le véhicule dans le garage. Là, étant donné que l'hiver n'est pas arrivé,
on vit bien avec ça. On souhaite que ça va être réglé pour l'hiver. Bien, j'ai vu sur les sites qu'ils avaient trouvé la solution. Après ça, bien, il reste à l'implanter. Là. Ça se fait pas en criant ciseaux. J'imagine qu'il y a une reprogrammation. Je sais pas s'il y a des pièces. En tout cas, on va suivre ça. Oui, ça va être software et hardware. Il va y avoir des morceaux, ils vont changer des pièces et de la programmation. En terminant, Yves, est-ce que tu recommanderais cette voiture-là? Ben moi, jusqu'à maintenant, je l'adore par sa simplicité d'utilisation. Puis, évidemment, le faible coût d'opération. Exact. En 2 ans et demi de propriétaire de véhicules électriques, sur des bornes de recharge publique, ça m'a coûté peut-être 200 $ maximum. OK. Ce que je passais facilement en 1 mois avec mon véhicule précédent. Quand tu charges à la maison, as-tu une idée comment ça te coûte ou c'est pas vraiment parce que ça rentre dans le... Ça rentre dans le bill, mais si je suis vide, selon la mathématique de calcul, ça coûte 6 $ par plein, mais tu n'arrives jamais vide. Donc, ouais, il en reste toujours un peu. Il en reste tout le temps. Ça te tente pas de le pousser pour rentrer dans la Non, c'est ça. Fait que c'est maximum 6 $ par plein, mais dans la vraie vie, c'est plus. 3,5 $, 4 $. Donc, c'est vraiment économique. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'est un vrai beau véhicule. C'est vraiment intéressant. Merci encore. Hein? Très bon reportage. Merci beaucoup, M. Boisvert. Franchement, là, ça nous donne le goût d'en acheter une. Pour ce qui est du prix à l'essence cette semaine, le prix moyen est à 1,44 $, pas bougé beaucoup avec la semaine dernière. CAA Québec nous dit que le prix réaliste sera 1,45 $. Pas prêt à dire qu'on fait vraiment une bargain, mais bon, on est un peu sous le prix réaliste. Juste pour vous rappeler qu'à la même période l'an passé, l'essence était autour de 95 sous. Donc, on est près de 50 % de plus qu'à la même période l'an passé. Malheureusement, l'année passée, on ne pouvait pas en acheter en grande quantité puis l'entreposer. Oui, on pouvait en acheter, mais le problème, c'est que l'entreposer, on aurait fait une bonne affaire, mais bon, c'est la réalité, puis on se doutait bien qu'on ne resterait pas en bas d'1 $ éternellement, et c'est ce qui est arrivé. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Soyez prudents. Au plaisir.